Hey, bienvenue dans cette vidéo, ce nouvel opus de Brick and Stories. Alors si je vous dis talonnette, officier insulté et cabine téléphonique, vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec Top Gun. Eh bien si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Brick and Stories, la chaîne où c'est là qu'on cause et qu'on brique. Bienvenue à tous et toutes, que vous soyez amateurs de briques en plastique ou rafoliers d'anecdotes insolites. Aujourd'hui on cause de Top Gun et on brique un F-14. Générique. Alors Top Gun, oui, mais pas Top Gun Maverick, non, il s'agira bien du Top Gun de 1986 de Tony Scott. Tout du long de cette vidéo, garantie 100% sans spoil, vous me verrez construire un mock, une création personnelle en briques Lego, d'un F-14, un Tomcat. Création personnelle, 100% faite avec mes petites mains, mais pas cette fois-ci avec mes briques Lego de mon stock, mais avec des briques que j'ai trouvées sur le logiciel Bricklink Studio. C'est tout pareil que des Lego, mais en 3D. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas utilisé ton stock de pièces? Je vais vous dire, tout simplement parce que je n'avais pas les pièces, parce que je n'avais pas le temps, et parce que je n'ai pas l'argent, voilà. Alors j'ai fait au mieux pour respecter l'échelle, tout en restant sur un format dit Mediscale. Vous retrouverez dans la description un manuel d'instructions, téléchargeable gratuitement et comprenant la liste des pièces. Et si vous le construisez à votre tour, je vous invite à me l'envoyer, et je me ferai un plaisir de le publier sur ma page Instagram en vous identifiant. Et avant que j'oublie, si jamais vous aimez ce que je fais, je vous invite à liker, commenter, c'est super, mais surtout partager. Pourquoi? Parce que l'algorithme ne met pas en avant les petites chaînes comme la mienne. On a des pics de vues, puis d'un coup l'algorithme nous oublie. Alors voilà, j'ai besoin de votre soutien, au plus vous irez interagir et partager ma vidéo, au mieux ce sera, parce que YouTube va se dire « Ah bah oui, bien sûr, on va mettre en avant la vidéo de ce gars-là. » Voilà. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, à tous ceux qui le feront, merci encore, et on est parti. On fait chauffer les moteurs, et c'est parti mon kiki. Aujourd'hui, Top Gun c'est un classique. Quand on le regarde, on se prend une bouffée des années 80. Il y a même eu une suite à Top Gun Maverick, et qui sait, peut-être que j'en parlerai un jour. En bref, c'est un succès. Mais pour y arriver, ce fut une galère à produire. Le producteur Jerry Bruckheimer a eu l'idée en feuilletant un magazine, un article traitant de la United States Navy Fighter School Weapons, une sorte de centre de formation pour les pilotes de chasse américains, met en avant une photo prise depuis un cockpit d'avion. Bruckheimer est immédiatement convaincu qu'un Star Wars sur Terre pourrait être possible. À la place des vaisseaux, mettez des avions de chasse, et à la place de Chewbacca et Han Solo, mettez Maverick et Goose. Et même pas besoin de chercher de titre, il l'avait sous les yeux, car cette école au nom très long avait un tout petit nom, Top Gun. Ça tombe bien. Bon alors, on a un scénario, un producteur, un titre, il nous manque un réalisateur, et c'est nul autre que le regretté Tony Scott, qui héritera du poste. Petit fun fact, Scott s'est fait virer 3 fois durant le tournage, suite à des désaccords divers et variés. Il finit quand même par revenir sur le tournage la 3e fois pour finir le film. Alors film ricain oblige, et qui plus est sur l'US Navy, le réalisateur et les producteurs ont dû céder un droit de regard au Pentagone sur le scénario. Le Pentagone a été à l'origine de plusieurs cas de censure du scénario, car il jugeait que les actions dépeintes n'étaient pas assez positives, pas assez flatteuses pour l'image de l'US Navy. À titre d'exemple, ils ont demandé à ce que la mort d'un des personnages, dont je tairai le nom, soit due à un défaut d'éjection, et non à un crash. Ils tenaient à ce que le public ne pense pas qu'il y ait tant de crash que ça en vol parmi les pilotes. Une des critiques qui sera faite au film, ce sera notamment que ce soit une pub d'1h50 pour la Navy, ou couvert d'une romance. Alors si le film a été produit avec seulement 15 millions de dollars, cette somme modeste, façon de parler, a permis au film d'engranger près de 350 millions de dollars de recettes. C'était le record de l'année 86. Et rajoutez à ce succès financier que le film a créé des passions pour le métier de pilote. La Navy annoncera alors une hausse de 500% de candidatures potentielles au poste de pilote. Du jamais vu. Vous imaginez une hausse de 500%? C'est un peu comme si ma chaîne passait de 62 abonnés à 310. C'est pas croyable, hein? Mais si, c'est possible. C'est possible avec la carte. Avec vos partages, vos likes. Sky is the limit. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, pas de problème. Il y en a d'autres, comme celle sur Dune ou sur Mad Max, je vous invite à aller voir, elles sont dans la description. Reprenons. Avec Top Gun, on pense immédiatement à Tom Cruise. Impossible d'imaginer Top Gun avec un autre acteur dans le rôle de Maverick. Et pourtant, on est passé à ça, d'avoir à la place, je cite, Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Broderick, Matthew Modine, Sean Penn, Michael J. Fox, Tom Hanks, Jim Carrey, Rob Lowe, Eric Stoltz, John Travolta, Scott Baio et Robert Downey Jr. La liste est longue. Et à cette liste s'ajoute Charlie Sheen, célèbre pour son rôle dans Mon oncle Charlie, qui finira par jouer dans la parodie de Top Gun Hot Shots.
Parodie que je vous recommande, c'est une petite pépite. Et si aujourd'hui Tom Cruise ne regrette certainement pas son rôle, à l'époque il avait été difficile de le convaincre. En effet, le producteur Jerry Bruckheimer confiait dans une interview qu'il avait flashé sur l'acteur après l'avoir vu dans Risky Business. Risky Business. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a été jusqu'à arranger un rendez-vous pour Tom Cruise avec les Blue Angels de Californie. Et devinez comment Tom s'est rendu au rendez-vous. Vous pouvez mettre en commentaire si vous pensez avoir une idée. En moto, comme le personnage de Maverick l'aurait fait. C'est pas la classe quand même. Sur place, les pilotes lui ont fait vivre des tas de cascades aériennes à bord de F-14, qui auraient pu en refroidir plus d'un. Mais pas le Tom Cruise, non, il a tenu bon, il a même adoré ça. Il s'est rendu à une cabine téléphonique fissa et a dit à la production « Je fais le film, j'adore ça ». Et si Tom se montre à la hauteur du rôle, c'est en partie grâce à des talonnettes. Du haut de 5,70 m, et ce n'est pas petit, je tiens à le dire, ce n'est pas petit. Rien de personnel dans tout ça, ah non. Du haut, c'est 1,70 m, il était à l'époque impensable qu'il soit plus petit que sa partenaire Kelly McGillis. Il le toisait avec ses 1,78 m. Et dans cette scène, McGillis se tenait dans un fossé pour ne pas paraître plus grande. Et c'est cette même Kelly McGillis qui, dans la scène du bar, se retrouve face à Pete Pettigrew. Il faut savoir qu'il s'agit d'un ancien pilote, un véritable pilote, et instructeur à l'académie Top Gun. D'ailleurs, Pete Mitchell, aka Maverick, doit son prénom définitif Pete à cet instructeur-là. Football qu'il n'ait pas eu un autre prénom, imaginez au pif Eddie. Ah si, en fait ça va. Et s'il doit son prénom à Pettigrew, son personnage lui s'inspire de Randall Cunningham, autrement surnommé Duke. C'est un pilote de F4. Non, pas de F4, non, de F4 fantôme. Voilà, ça c'est mieux ça. Lors de la guerre du Vietnam en 72, il a abattu 5 MiG-21 et MiG-17, dont 3 lors d'un même vol. Pour cet exploit, cet as de l'aéronaval a été décoré de la croix de la Navy. C'est donc de ce pilote hors norme dont Maverick sera globalement inspiré. Ce qui est aussi hors norme, c'est l'entraînement qu'ont subi les acteurs. La production à la Navy tenait à s'assurer que les acteurs aient un minimum de bagages quant au fait de savoir réagir en cas de crash ou d'accident en vol. Et j'ai envie de dire jusque-là, logique. Un entraînement qui aurait dû durer plusieurs semaines et était limité à 3 jours. 3 intenses jours durant lesquels les acteurs ont été soumis à de nombreuses épreuves. Pendant ces 3 jours, ils ont dû apprendre à résister à la force d'une éjection sur des simulateurs mécaniques. Ils ont été jusqu'à simuler un crash d'hélicoptère de sauvetage en faisant chuter une cuve dans l'eau dans lequel se trouvaient les acteurs, et ces mêmes acteurs-là portaient des lunettes de natation recouvertes d'un filtre noir, les rendant donc aveugles dans l'eau. Leur physiologie a été mise à rude épreuve. Ils ont été mis dans une pièce pressurisée, simulant la pression de l'air à 7 km d'altitude. Puis ils ont dû enlever leur masque à oxygène pour ressentir les effets de l'hypoxie. Pendant le test, ils devaient faire de simples jeux, enfantins, puis qui dans ces conditions relèvent de l'exploit. Ils ont aussi appris à se débrouiller avec un parachute en cas d'amérissage en pleine mer, le tout simulé dans une piscine. Un cockpit a même été utilisé pour apprendre à sortir d'un crash ou splash dans l'eau. Et si Tom Cruise semble comme un poisson dans l'eau, ou plutôt un oiseau dans l'air, ce n'est pas le cas de ses collègues. Par exemple, l'acteur Barry Tubb portait une couche et avait un sac à vomi lors de ses premiers vols en F-14. Cela dit, un seul acteur n'a pas eu besoin de ce sac. Et cet acteur, c'est nul autre que Anthony Edwards, l'interprète du légendaire Goose. Respect. Suite à cet intense entraînement, la rigueur est maintenue tous les jours de tournage, où chaque matin avant chaque vol, un briefing était organisé avec les pilotes et les acteurs, détaillant tout le programme des chorégraphies de vol, etc. Je vous montre, hein. Moi je bondis, comme ça, là. Après je vous arrive dessus en piqué diagonale. Car tourner un film sur Terre, c'est une galère, mais alors tourner dans les airs, dans des chasseurs modernes, c'est du jamais vu. Pour capturer les images, 3 caméras étaient disposées sur un F-14, une caméra interne était intégrée dans un F-5 et un Learjet a été loué pour permettre des plans plus stables et plus larges. Je crois que c'est une constante dans tous les tournages de films que je traite. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et bien que le film donne l'impression que les acteurs pilotent réellement, ils étaient en réalité à la place passager, plus exactement à la place du Rio, le responsable du radar. Car étant donné qu'aucun acteur n'avait de brevet de pilote, la Navy leur a interdit de toucher aux commandes. En dehors des raisons de sécurité évidentes, c'est surtout le prix des avions qui a motivé cette décision. Plus de 30 millions de dollars par avion. D'ailleurs, Tom Cruise a par la suite passé en 1994 son brevet de pilote et, paraît-il, est un excellent pilote. Cela dit, excellent pilote ne veut pas dire qu'un accident ne peut pas arriver. C'est ce qui est arrivé à Art Scholl, ou Art Skoll, désolé pour la prononciation, spécialiste de la voltige aérienne et pilote chevronné, qui a perdu la vie pendant qu'il tournait des plans du film depuis son avion. L'avion se cracha dans l'océan Pacifique et ni lui ni l'avion ne furent retrouvés. Le film lui est dédié. Rest in peace. Et bien que les scènes de vol aient été effectuées par des pilotes qualifiés, il y a quand même quelques scènes qui n'ont pas été tournées en conditions réelles. Je n'irai pas spoiler le contexte des scènes en question, mais il y avait par exemple des vrilles à plat ou des piquets inversés qui ne justifiaient en aucun cas la présence d'un pilote en vol pour les réaliser. Alors c'est sûr que pour ce métier-là, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Quand j'entends vertige, je pense tout de suite à Bashung,
Pour ceux qui ne connaissent pas, Bashung, c'est celui qui a fait la chanson Vertige de l'amour, j'ai dû rêver trop fort. Bref, transition subtile et toute trouvée pour vous parler de la scène de sexe, scène d'amour entre Maverick et sa psy. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène initialement n'existait pas dans le script. C'est seulement après les premières projections test qu'il a été décidé de rajouter cette scène afin de pimenter quelque peu la relation de Tom Cruise et de McGillis. Aujourd'hui, la lumière bleutée fleure bon les années 80, mais à l'époque, c'était surtout une astuce. Une astuce pour dissimuler les cheveux de McGillis. Et oui, car celle-ci avait teint ses cheveux pour un autre tournage qui avait eu lieu au moment même. Et si la scène, en plus d'être bleutée, est tournée dans la pénombre, c'est pour cacher la coupe de cheveux également de Tom Cruise, qui s'était laissé pousser un petit peu les cheveux pour le tournage de La couleur de l'argent de Scorsese. Il avait dû quitter le plateau en urgence pour venir filmer cette scène complémentaire. Pendant ce temps, on en oublierait presque Iceman, le concurrent direct de Maverick. Il était incarné par Val Kilmer. Vous remarquerez que je me suis amusé à le rajouter en fond derrière. Je me suis permis une petite liberté étant donné qu'il est un peu jaloux. Il avait le vent en poupe à l'époque, Beau gosse, grand, mâchoire carrée, blond, à tel point qu'il s'imaginait pouvoir refuser ce film dont il jugeait le scénario beaucoup trop léger. Et Tony Scott, le réalisateur, lui a dit « Je sais que le script est insuffisant, mais ça va s'améliorer. Et attends de voir ces avions, ils vont te scotcher !» Il faut rajouter aussi quand même que Kilmer était tenu par une clause contractuelle avec le studio qui l'obligeait à accepter ce contrat. Heureusement qu'après le tournage, Kilmer a dit « Au final, c'était à la fois génial et formateur. » Bon, et je vous propose de finir sur du croustillant, sur de l'insolite. On y va, on est foufou, on y va, allez. Rick Rossovich. Ça ne vous dit rien? C'est normal. C'est un acteur qui incarnait le personnage de Slider. Et cet acteur-là a été expulsé du porte-avions utilisé lors du tournage. Et là, je vous entends « Quoi ? Expulsé? Enfin, il faut le faire quand même. Mais alors pourquoi? Ben moi, je vais vous le dire. Ha! Accrochez-vous bien, la couchette qui lui a été attribuée ne lui convenait pas. Il l'a jugée trop proche des réacteurs nucléaires du porte-avions. Et de son propre chef, hop, comme ça, tranquillou, il se dit qu'il va aller roupiller dans la couchette d'un autre. Le problème, c'est que l'officier qui voulait récupérer sa couchette lui a demandé de décarrer. Mais le Rick, lui, n'a pas froid aux yeux. Oh non. Et insulte copieusement l'officier. Le capitaine du navire l'a donc fait convoquer et expulser pour manque de respect. Ah, ça rigole pas sur les porte-avions. Et c'est sur cette charmante anecdote que se clôt cette vidéo. Alors ce F-14, ça donne quoi? Voyons voir ce gros matou. Le format midiscale a un avantage, il prend peu de place et demande peu de pièces. Mais un désavantage, il y a moins de marge de manœuvre pour les finitions et le respect de l'échelle. Les puristes me diront sûrement que tel ou tel élément n'est pas rigoureusement reproduit. Et j'ai envie de dire... Tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice. J'ai fait au mieux et j'avais surtout à cœur de reproduire l'allure générale sans oublier les ailes déployables. Vous retrouverez le manuel d'instruction directement dans la description. C'est gratuit, ça ne demande aucune inscription particulière. Faites-vous plaisir, allez-y, vous pouvez le construire, l'améliorer, le modifier. Et puis si vous le faites à ce moment-là, envoyez-moi votre création et moi je me ferai un plaisir de la partager sur Instagram en vous identifiant. Cette vidéo touche à sa fin. Bien entendu, si vous avez aimé, pensez à liker. Si vous avez quelque chose à dire, commentez. Mais surtout, pensez à vous abonner. C'est gratuit mais moi ça m'aide beaucoup. Et alors le top du top, partagez. Partagez, partagez, partagez. Je n'ai quasiment aucune visibilité sur YouTube et c'est grâce à vos likes, commentaires, partages, tous vos soutiens que YouTube se dit tiens, je vais le mettre en avant, celui-là il me plaît bien. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront, merci à vous. Et n'oubliez pas, un indice audio est disponible à la fin du générique. Tendez vos esgourdes et mettez en commentaire si vous pensez avoir trouvé. Allez, tchuss! Moi, je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Honnêtement, c'est les hommes honnêtes dont il faut suivre. Parce qu'on peut jamais prévoir à quel moment ils font un truc incroyablement stupide.